Bonsoir tout le monde. Il reste quelques places devant si vous voulez venir vous asseoir. Et il reste même le canapé, mais bon, vous ne verrez pas les écrans. Un peu comme vous voulez. On ne va pas tarder à commencer. On a même 2 minutes d'avance, ça laissera un peu plus de temps pour les questions. On est ravis de vous avoir ici ce soir pour, pour la première dans les nouveaux locaux d'IXEC et pour la première édition des iMeet, avec ce soir comme thématique la sécurité des smart contracts. Et on aura la chance d'écouter Nicédo de la communauté Soliditor, Florian Le Goff, CEO de Synapse, et Adrien Croubois, ingénieur à OpenZeppelin. Et on a beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il est à l'origine quand même de la création de la grosse brique de l'infrastructure d'IXEC. Donc si vous avez des questions très techniques, il est juste là. Et donc moi-même, Martin, écosystème manager, nouvellement arrivé au sein d'IXEC. Et donc on va commencer par quelques petits slides pour présenter un petit peu IXEC et pourquoi IXEC. Donc je ne peux pas faire mieux que ce texte, je vais vous le lire. IXEC permet aux développeurs de créer des applications Web3 qui garantissent aux utilisateurs le contrôle total sur la propriété, la confidentialité et la monétisation de leurs données. Et tout ça grâce à la blockchain et au confidential computing. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, mais pas trop, on a la fondation, le moteur de la voiture, on pourrait dire le protocole. Le protocole qui est composé de différents acteurs, donc des dApps, des datasets, des workers, etc. Et ça, c'est la partie off-chain du process. On a la partie on-chain avec le POCO, Proof of Contribution, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça et qui permet de créer une synergie entre la blockchain et le confidential computing. Et donc, sur ce layer, sur cette fondation, on a créé des DevTools sous forme de SDK, donc facilement implémentables dans les projets. Et ces SDK, on a, alors je ne vais pas trop détailler parce que j'ai un slide après qui en parle un peu plus, mais on a Web3Mail, Data Protector et Oracle Factory. Et ensuite, on a les applications comme Talent Layer ici présent, qui revient tout juste de Denver, qui nous fait l'honneur d'être présent, qui a intégré Web3Mail dans sa plateforme comme service de notification pour prévenir les utilisateurs dans le cadre de j'ai postulé, j'ai fait une offre pour un emploi, je reçois une notification parce qu'il y a des news, etc. Alors, si on rentre un tout petit peu plus en détail, Data Protector, c'est un SDK, un outil qui vous permet de rester maître de vos données en les contrôlant, en chiffrant tout ça. Web3Mail, d'envoyer des mails confidentiels à une adresse Ethereum sans avoir besoin de connaître l'email. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si on mixe ces deux outils, vous pouvez protéger votre email avec Data Protector et derrière, vous pouvez le monétiser et recevoir des mails sans jamais divulguer vos mails. Donc c'est assez intéressant, très intéressant. Et Oracle Factory qui vous permet très rapidement de créer des oracles avec, vous avez une API avec de la data, vous pouvez très rapidement et très facilement avec notre SDK créer un oracle et vous en servir dans votre DApp. Alors, après ce speech, j'imagine que tout le monde est super intéressé et a envie de collaborer avec nous. Alors, un petit sondage très rapidement, comme ça va me permettre de cibler les personnes que je vais aller voir, même si je vais essayer d'aller voir tout le monde. Levez la main si vous êtes des développeurs. Juste, ça c'est bien ça. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà un projet live sur le mainnet avec des users, un protocole, quelque chose? Ouais. Cool. Et donc, pour les développeurs, vous avez un projet, une idée ou quelque chose que vous avez déjà commencé. On a des programmes d'accompagnement. Learn, Build, Earn. Donc voilà, vous êtes intéressé par la stack IXEC, vous avez envie d'apprendre. On a un processus d'apprentissage qui passe de Learn à Build pour construire après votre application et ensuite derrière mettre en place un business model et Earn, donc gagner un peu des sous. Et pour ça, on a un incubateur Web3 en partenariat avec le H7 et on a aussi des grants qui permettent de donner un petit coup de boost à votre projet en intégrant nos outils. Vous avez déjà quelque chose d'établi, un projet, vous voulez booster le développement avec avec nos DevTools, on vous accompagne avec notre support, l'équipe tech et toute
toute la team pour faire décoller tout ça. Et vous avez besoin de quelque chose de custom, parce qu'on fait du confidential computing aussi, où vous avez des demandes spécifiques par rapport à un DevTools, eh ben, on est là à votre écoute pour voir s'il y a quelque chose qui peut être adapté ou comment on peut faire fitter encore plus nos outils à votre projet. Alors, les hot news, les actus, et il y en a pas mal, et pas des moindres, Hackathon eBuild. Pour ceux qui connaissent la plateforme Taikai, il y a plein de hackathons, et le tout premier qui apparaît quand vous allez sur la page, c'est eBuild. On propose un hackathon avec un price money de 18 000 $, si je ne dis pas de bêtises. Il vous reste 55 jours pour participer. Donc en fait, l'idée, c'est vous prenez connaissance de nos DevTools et vous fabriquez, vous construisez un projet avec eux. Et donc, avec un peu de chance, vous pouvez gagner. Compétition de start-up dans le cadre de la Paris Blockchain Week avec Starting Blocks. C'est plus de 1000 startups qui vont pitcher devant des VC. Il y en a 100 qui vont être sélectionnés. Et alors, Nathan, si tu es dans le coin, je ne veux pas dire de bêtises, il y a 10 millions à se partager. Oui, exactement. Entre les programmes de grant, les programmes de funding, etc., c'est à peu près ça. Donc voilà, hein, 10 millions quand même. Mais après, voilà, il y a plein d'autres choses. Je crois qu'il y a des incubateurs, il y a du suivi. Enfin, c'est un truc assez fat. Donc pareil, si vous avez un projet, une idée, quelque chose, allez-y. On est partenaire avec eux. Et on sera là pour vous soutenir. Candidature ouverte, comme je disais tout à l'heure, il y a un incubateur en partenariat, un incubateur Web3 en partenariat avec le H7 et les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 15 mars. Donc le H7, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros Web Tech Factory vers Confluence et avec plein de startups, de bureaux et nous, en partenariat donc avec eux, on incube sur plusieurs mois les startups. Et Talent Layer aussi a été incubé toujours. Et la campagne Earn and Learn Revolut pour gagner des RLC. Eh ben, vous êtes intéressé par ce qu'on vient de dire, vous voulez en apprendre plus, mais en plus vous voulez gagner un petit peu de RLC, eh ben, vous pouvez aller sur les campagnes Revolut. Et voilà, pour les hot news. Donc, petite annonce de la part de la Head of Recruitment, désolé pour l'accent, vous êtes Web3 addict, vous avez... commencez à construire des dApps, vous connaissez un peu le Web3, vous êtes super intéressé, il y a des alternances qui sont ouvertes. Donc n'hésitez pas venir me voir moi, mais, enfin si, je vous donnerai le contact de Justine qui s'occupe du recrutement. Et donc avec plaisir d'étudier votre candidature et éventuellement collaborer. Et donc, eh ben, je vais laisser la place à notre premier speaker, Nicedo de la communauté Soliditor. Bah, vas-y, ça va aller là. Parfait. Ouais. Tant que ça capte bien. Allez. Et là, je joue avec ça. Exactement. Génial. On sent qu'il y a des moyens chez Exec. Hein. Bonsoir à tous, c'est un plaisir et puis un grand merci à Exec et à DeFi France de nous permettre d'organiser ça. Moi, je vais avoir le plaisir de vous raconter ma vie en tant qu'auditeur smart contract pendant les 20-50 minutes à venir, jusqu'à ce que vous endormiez. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, en tant que dev, entendent beaucoup parler de la partie sécurité. C'est un point fondamental dans la blockchain, dans le développement de smart contract, mais peu se sont encore ont pris le temps, en tout cas, d'essayer la partie sécurité sur les compétitions, sur les audits, sur ce dont je vais vous parler à l'instant. Donc, un premier point, la différence majeure entre la sécu Web 2 et la sécu Web 3. Dans le Web 2, quand il y a un hack, souvent vous n'en entendez pas parler, et quand vous entendez parler, c'est globalement un vol de données. Les données ont été ciblées, elles ont été dérobées, elles sont vendues sur le dark web pour une somme de monnaie plus ou moins conséquente. Un hack dans le Web 3, ça a un impact beaucoup plus important. On perd une table là. Dans le Web 3, si vous gérez un protocole DeFi, si vous avez X millions de TVL, si vous faites hacker demain, c'est des millions de dollars qui sont volés d'un seul coup, qui sont blanchis sur un protocole comme Tornado Cash, et c'est globalement la fin du protocole. Hein. Peut s'en remettre. C'est dû à trois principaux piliers, les trois cités en bas. Le premier, c'est le code étant immuable sur la blockchain. Si demain vous hackez une base de données de la BNP, j'ai n'importe quoi, ils sont maîtres de leur base de données et ils peuvent globalement revenir en arrière sur la modification que vous avez faite. Ce qui n'est pas du tout le cas sur un smart contract immuable. Alors évidemment, il y a des spécificités avec
l'upgradabilité, mais on va passer ça pour le sujet de ce talk-là. La plupart des smart contracts sont immuables. Quand il y a un hack, c'est non négociable, on ne revient pas en arrière, et c'est la fin, comme je le dis, d'un protocole. Et les deux autres points qui vont de pair, on est une industrie assez jeune dans le Web3, on n'a pas encore les process, la structure et tous les talents qu'on peut retrouver dans le Web 2. Pardon. Certains de ces talents-là, pour avoir parlé avec des experts de la sécurité Web 2, c'est ça, trouvent que la blockchain, les cryptos, c'est des scams et ne viendront jamais là-dessus. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, les hacks dans le Web3 sont sanglants. Et vous le voyez là, 7,68 milliards de valeur totale hackée depuis 2016, je crois, ouais, c'est ça, depuis 2016, avec un pic particulier en 2022. En 2023, ils ont pris des vacances, les hackers. Et en 2024, vu le début de l'année, je pense qu'on va en entendre parler pas mal, quoi. Donc c'est un sujet, les gars, si vous voulez vous y mettre, c'est le bon moment, parce que sinon ça va être sanglant cette année aussi. Comment ces attaques sont-elles réalisées? Bon, une liste des principaux vecteurs d'attaque. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le premier, il n'est pas forcément lié au Web3. Hein, c'est un vol de clés privées, comme on pourrait, je sais pas, voler un mot de passe, globalement. Après, vous avez l'ensemble des autres facteurs en 2023. La réentrance, la fameuse, je pense que tout le monde a déjà entendu parler. C'est marrant, c'est de voir qu'en 2021, ça devait être la première, j'imagine, ou pas loin. Fort heureusement, et c'est très positif, les devs ont beaucoup évolué dans leur mindset, dans les bonnes pratiques de sécurité, et un truc aussi commun que ça se retrouve tout en bas. Donc, le métier de Smart Contract Auditor, concrètement, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le deuxième rempart contre les hacks qu'on a vu avant, le premier étant l'éducation des développeurs. Ça, on n'y passera pas. Meilleurs sont les développeurs, plus ils sont éduqués, plus ils ont les bonnes pratiques de sécurité, moins il y aura besoin de nous. Mais j'ai tendance à croire qu'on ne pourra vraiment jamais se passer de nous parce que, notamment, vous le savez en tant que développeur, quand vous développez une application, à un moment donné du cycle de développement, vous allez avoir des blind spots. Vous connaissez votre application tellement bien qu'il y a des choses que vous ne voyez pas forcément, que quelqu'un qui a un œil neuf et une éducation en sécurité pourra avoir. Et un autre point que je mettrais, c'est que le métier de Smart Contract Auditor, selon le contexte dans lequel on le fait, peut varier un peu comme, je vous donne un exemple, si vous êtes commercial dans la boutique du coin ou commercial chez Salesforce, ça a le même titre, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un peu la même similitude dans les contextes que je vais vous présenter par la suite, mais globalement, le quotidien Smart Contract Auditor, ça va être à peu près ces trois points-là. Le premier, c'est lire du code. Donc, il faut aimer lire du code. Ceux qui aiment faire du code review en Web 2, vous allez adorer. On passe beaucoup de temps à lire du code, principalement du Solidity. C'est 90%, je pense, des contrats déployés aujourd'hui. Rust prend aussi pas mal de place ces derniers temps. Viper, on entend parler. Go, si vous faites un peu d'infra. Mais si vous faites du smart contract, ça sera principalement du Solidity. Le premier point, le point le plus important de la partie lire du code, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de se créer un modèle mental du système de manière à ce que par la suite, on puisse itérer sur des vecteurs d'attaque et trouver comment est-ce qu'on peut exploiter des failles que le développeur, justement, n'aurait pas vues à cause de ces blind spots. L'image que je donne des fois quand je décris le métier à des gens non-tech, il faut un peu voir si vous êtes sollicité par une banque qui construit un bâtiment physique. OK, on veut sécuriser ce bâtiment, comment vous faites? La première étape, ça va être de comprendre comment ce bâtiment fonctionne. Où sont les entrées, où sont les caméras, quel système de sécurité il y a, à quelle heure sont les rondes des vigiles. Parce que si vous attaquez directement en disant bah, tiens, il y a une porte là, je vais rentrer, bah, vous ne savez pas qu'il y a deux caméras derrière. C'est un peu pareil là. C'est-à-dire que vous trouvez un point d'entrée, donc une fonction externale. Il faut comprendre comment le système fonctionne, quelles sont les dépendances qui jouent dessus avant de pouvoir s'imaginer faire une réentrancie ou avoir un impact en tout cas sur le code. Une fois que ce modèle mental est chargé, une fois que vous avez compris le protocole, comment ça fonctionne et le système, on passe à la deuxième étape, qui est pour le coup la plus sympa. C'est là où on essaye de tout péter. Donc, globalement, on voit les points sur lesquels on peut influer en tant qu'attaqueur externe. On voit les inputs d'une fonction. Qu'est-ce qu'on peut jouer et quels sont un peu un arbre de décision. Quels sont tous les chemins que peuvent prendre. On appelle ça une state machine, donc une machine d'état aussi, les smart contracts. Et l'objectif en tant qu'attaquant, donc en tant qu'auditeur aussi, c'est de réussir à transposer cette machine, donc ce système, dans un état qu'il n'est pas censé pouvoir atteindre, que les devs en tout cas n'avaient pas pour vocation que le système puisse atteindre. Et donc, là, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Évidemment, une bonne connaissance de tous les attaques vecteurs disponibles et potentielles, de manière à voir si c'est applicable au protocole en question. Et
et bah, surtout avoir beaucoup de créativité, et puis l'expérience paye énormément. Là, je ne vais pas vous mentir, le fait d'avoir vu tel et tel protocole qui était soumis à tel et tel bug, bah, derrière, on va avoir, j'aime pas appeler ça du pattern matching, mais un petit peu quand même, c'est de se dire, bon, bah, si dans des AMM, il y a toujours tel type de bug, on peut savoir que dans le prochain AMM qu'on va auditer, il y a des chances qu'on aille chercher les mêmes bugs. La troisième partie du métier, clairement la moins fun, une fois qu'on a identifié les vulnérabilités, bon, bah, on doit écrire un rapport, on doit globalement communiquer cette vulnérabilité au client. Globalement, un rapport, c'est à peu près toujours similaire à ça. Il y a une sévérité. Si vous arrivez à voler tous les fonds du protocole, c'est pas pareil que si vous arrivez à vous créer 2 comptes, par exemple, et que vous pouvez rien faire avec ces 2 comptes-là. Donc forcément, la sévérité va être adaptée. Globalement, une brève description de la vulnérabilité. Surtout, le plus important, je dirais la recommandation. C'est aussi le rôle d'un auditeur, c'est d'accompagner le client dans le fait de patcher cette vulnérabilité. On l'a identifié, c'est bien, mais derrière, comment est-ce que vous pouvez vous prévenir de vous faire hacker sur ce bug-là en question? Et souvent, une fois que le bug est patché, il y a une seconde passe qui est faite par les auditeurs, notamment pour s'assurer que le fixe n'a pas introduit de nouveaux bugs. Ça, c'est important. Et dans certains cas, que je vais détailler juste après, un POC, donc un Proof of Concept, globalement un snippet de code permettant de prouver la vulnérabilité dans le protocole simulé, évidemment, peut être demandé par le client en question. Le métier se développe, se professionnalise. On a fort heureusement de plus en plus d'outils qui sont mis à notre disposition pour réussir à casser des protocoles et à trouver des vulnérabilités. Un point qui est important à noter, c'est qu'il y a souvent une analogie qui est faite dans le développement de smart contract par rapport au Web 2, au développement classique. C'est que le développement de smart contract peut être assimilé à un développement hardware, plus que développement software, comme on peut le voir avec la fameuse move fast and break things, quoi. On peut moins se permettre ça si on développe un protocole DeFi, qu'on estime avoir une grosse TVL au lancement, se dire bon, bah, on a tenté un truc, on s'est fait voler la moitié de notre TVL, c'est pas grave, on réitère, quoi. Ça va pas passer. Si Ledger s'était amusé à lancer une clé en disant bon, on va voir si ça passe, et puis la moitié des premiers utilisateurs se font hacker, vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas de Ledger aujourd'hui. C'est un peu la même image dans le développement smart contract. Du coup, on fait appel à des process comme la formal verification et le fuzzing, qui sont moins développés, moins connus dans le Web 2 et qui, chez nous, prennent de plus en plus de place parce que, encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Si on développe un protocole avec une forte TVL, enfin avec une ambition d'avoir une forte TVL, on ne peut pas se louper. Et donc, on y vient, les différents types d'audits dont je vous parlais tout à l'heure, 4 principaux. Les concours d'audit public, qui sont aujourd'hui la porte d'entrée pour tous les nouveaux arrivants, c'est-à-dire, vous voulez vous lancer, même vous êtes dev et c'est juste un temps partiel, vous voulez vous amuser un petit peu à voir comment ça fonctionne. Eh ben, c'est des concours, c'est des plateformes sur lesquelles il y a des compétitions d'audit sur un temps donné, 2, 3, 4 semaines, avec un code donné, dans lequel, librement, vous pouvez participer, télécharger la codebase, chercher des codes dedans, des bugs dedans, pardon, et les soumettre. Et si vous en trouvez, et qu'évidemment les codes sont valides, vous êtes payé pour ça. Il y a toujours un peu ce wow effect au début, de se dire c'est trop facile, c'est pas possible que ça fonctionne, je vais pas être payé, c'est une arnaque, et puis en fait, beaucoup se rendent compte que non, si le bug est valide et si ça a été fait en forme, on est bien payé derrière et ça peut permettre de mettre un premier pied dans ce métier-là et dans cette industrie, ou dans la partie sécurité en tout cas. J'y reviendrai un peu par la suite. En deuxième, il y a les audits privés. En général, un peu pour une question de budget, si un client en question veut un audit, mais se dit, bon, concours pour X ou Y raison, c'est pas ce qui convient, on passe par un auditeur privé, public. Donc là, c'est du one-one. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une forme de conseil en plus dans les audits privés et dans les cabinets d'audit qu'il n'y a pas dans les concours. C'est-à-dire qu'en général, les auditeurs vont accompagner les développeurs sur des recommandations d'architecture, sur les bonnes pratiques, sur ce genre de choses-là, qu'il n'y a pas du tout en concours d'audit. Dans le concours d'audit, il y a assez peu de contact entre le client et les auditeurs. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte si demain, vous voulez vous lancer, soit en tant que client pour chercher un audit, soit en tant qu'auditeur. Les bug bounty, ça, c'est ce qu'on retrouve particulièrement dans le Web 2. Donc, c'est des plateformes avec des codes live et des protocoles qui disent globalement, si vous trouvez un bug, plutôt que d'exploiter, parlez-nous-en, on va vous payer une certaine somme. Comme ça se fait dans le Web 2, à la différence des concours d'audit, du coup, qui sont des bugs, qui sont des codes, pré-déploiement. Donc, c'est pas encore déployé. Et les cabinets d'audit, dont fait partie Adrien, OpenZeppelin étant quasiment le plus connu. Là, c'est une vraie société avec des directeurs, des managers, des commerciaux. Et en tant qu'auditeur, là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'on se concentre que sur le cœur de son métier, quoi. Il n'y a pas de commercial à faire, il n'y a pas de marketing, on leur demande juste d'être les meilleurs dans ce qu'ils font et de faire ça à peu près toute la journée. À savoir aussi qu'ils ne font pas que ça.
Certora, le dernier, étant spécialisé sur la formal verification. OpenZeppelin, évidemment, font une multitude d'autres choses que la sécurité, mais c'est une forme d'audit différente des trois autres. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on pourrait devenir, ou qu'est-ce qui pourrait vous motiver à devenir auditeur, souvent, malheureusement, je dirais, l'appât du gain, ça motive. Les crypto-monnaies, beaucoup d'entre nous, ils sont arrivés purement par spéculation ou par l'appât du gain, quoi. C'est le cas sur ce métier-là, c'est-à-dire que si on est bon, si on est très bon, ça gagne très bien. Donc lui, c'est le meilleur compétiteur au monde, je dirais. Il s'est fait 1 million l'année dernière. Là où vous voyez une jeune demoiselle de 24, 25, 26 ans, je crois, qui s'est fait 500 000 sur un seul contest. Et là, donc c'est du bug bounty dont je vous parlais tout à l'heure, recherche de bugs libres sur des protocoles déployés. En 5 rapports, ils se sont fait, c'est une équipe, ils sont 13 millions. Donc si on est bon, ça gagne très bien, mais il faut être très bon. C'est très compétitif et c'est très compliqué. Après, il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent pousser à faire ce métier, parce que si vous vous lancez demain, les premiers mois ne vont pas être sympas. Financièrement parlant, ça va être encore moins sympa, parce qu'en général, on ne trouve rien au début, c'est très compliqué. Et du coup, il faut trouver d'autres facteurs motivants, et clairement, ceux-là, pour moi en tout cas, en font partie. Si vous croyez dans le Web3, si vous croyez dans la crypto-monnaie, si vous croyez dans la DeFi, se lever tous les matins en se disant j'ai un impact positif sur un écosystème qui me plaît, c'est quand même vachement cool. Je parlais de la méritocratie, c'est pareil, vous vous lancez, vous faites des contests, si vous êtes bon, vous performez, si vous performez, vous êtes reconnu. Il y a peu d'industries qui permettent ça de manière aussi libre que ce qu'on a aujourd'hui dans ce métier-là. Pour ceux qui aiment les CTF, donc les captures de flag, c'est un peu notre métier au quotidien, donc c'est aussi très sympa, et demande croissante, parce que ça va avec le premier point, si vous croyez dans le Web3, forcément, plus il y a de contrats à développer, plus il y a de bugs malheureusement, et donc plus il y aura besoin de nous, quoi. Je vous parlais de la demande croissante. Ça, et je crois qu'il y en a 2 de plus là aujourd'hui, c'était il y a 3 jours ça. C'est le nombre de compétitions publiques ouvertes auxquelles n'importe... Là, si demain, toute l'audience se dit j'ai envie de me lancer, ça a l'air trop bien, et ben, vous voyez qu'il y a de quoi faire pour tout le monde, quoi. Chacune des barres que vous voyez là, c'est une compétition auquel vous pouvez participer librement et sur laquelle vous pouvez télécharger la code base, identifier des bugs, les soumettre et potentiellement gagner de l'argent. Donc il y a de quoi faire, la demande est croissante et avec, encore une fois, le bull run qui arrive, je pense que ça ne va pas se calmer, quoi. Voilà. Et vous avez globalement les 5 principales plateformes ici qui proposent donc tout le principe d'audit de compétition publique. Et donc on en vient concrètement à la roadmap. Ok, je vous ai convaincu, vous voulez tous changer de job, vous vous lancez demain. Comment je fais? Pour moi, il y a 4 points principaux et la slide qui est partie en vrille. Apprendre la programmation, je pense que c'est fondamental. Si on n'a pas de base, certains vous diront ça peut être fait. Moi, je ne pense pas. C'est très, très, très compliqué. D'où le point, je reviens, de lire du code au tout début, où la problématique principale, c'est d'avoir un modèle mental du système pour pouvoir le casser. Si vous n'avez jamais fait de dev avant, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a vraiment des difficultés qui vont être importantes. Donc je pense qu'une première étape, c'est important, avoir des bases en IT, avoir des bases en informatique, je l'ai mis, pardonnez-moi le terme, mais bon, vous avez compris. Avoir des bases dans un langage de programmation quel qu'il soit. Et une ressource que j'aime bien pour les vrais débutants, c'est Harvard CS50, qui est pas mal. En 2, apprendre la blockchain, qui est un paradigme assez différent pour ceux qui ont fait du Dev Web 2 et Dev Web 3, vous le saurez. C'est un paradigme de dev assez différent. Je reviens à l'analogie de développer du hardware, développer du software, c'est pas exactement pareil. Et on y retrouve un peu ça dedans. Du coup, il faut se familiariser avec l'écosystème EVM, donc qui est l'Ethereum Virtual Machine, et le langage de prédilection qui est Solidity. Encore une fois, vous pourrez choisir une autre plateforme et un autre langage, mais ça serait vous tirer un peu une balle dans le pied, parce que là-dessus, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'aides disponibles, beaucoup de compétitions, donc autant se lancer. Et la meilleure ressource que je recommande, c'est Updraft, qui est une plateforme d'éducation libre, gratuite, qui vient d'être lancée il n'y a pas longtemps, et ils ont pas mal de cours, notamment blockchain, Foundry et sécurité Web3. La 3e étape, on apprend la sécu. Globalement, encore une fois, le cours de Draft sur la sécu est top. Et après, on fait des CTF. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment cool. Et puis en général, c'est super sympa pour se projeter dans le métier un petit peu, de voir à quoi ça ressemblerait. Et disons que si vous aimez faire la partie CTF, il y a de chances que vous aimez le métier derrière, quoi. En revanche, si vous n'aimez pas les CTF, vous n'aimerez pas le métier. Donc ça vous arrête là. Et le dernier point, qui est un des plus importants, Solidity est une plateforme d'agrégation de tous les bugs, globalement, qu'on a à peu près trouvés dans le Web3. Donc c'est important de se familiariser avec quel type de bug vous pourriez être amené à chercher demain si vous faites un audit.
Donc passer un peu là-dessus, se créer une bibliothèque entre guillemets de typologie de bugs qu'on trouve, de vulnérabilité, de manière à ce que demain vous ouvriez une nouvelle code base, vous disiez, tiens, je me rappelle qu'il y a ce type de bug-là qu'on trouve assez souvent dans tel type de protocole, ça aide énormément. Et la dernière étape, qui est la plus simple en termes d'étapes, mais néanmoins la plus compliquée et sera la plus longue, c'est la pratique, je ne vous apprends rien, hein, les devs ici vous le sauront. C'est une boucle assez vertueuse, on fait des compétitions, on ne trouve rien, on étudie le rapport d'audit qui est publié publiquement quelques jours après, semaines, ça dépend les plateformes. Et là, l'objectif, c'est vraiment de se challenger, de se dire, OK, j'ai rien trouvé, je mets mon ego de côté, c'est pas grave, pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé ces 4, 5, 6, 10 bugs qui ont été trouvés par les autres personnes? Quelles compétences il me manquait, quelles connaissances il me manquait, comment est-ce que je m'assure que dans mon prochain audit, je les trouve? Et donc, il y a une multitude de techniques, c'est propre à chacun. Mais c'est vraiment ce cercle vertueux qui permet de progresser dans le métier de manière, encore une fois, permissionless. Vous n'avez rien demandé à personne, il n'y a pas de diplôme nécessaire, il n'y a pas de... Non, juste, vous faites des compétitions ouvertes, vous étudiez pourquoi vous avez réussi ou pas, plutôt, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive ou succès le premier moment. Voilà, et donc j'espère que je n'ai pas trop dépassé dans le temps. Un petit mot sur ce Editors. Donc on est une communauté à but non lucratif, je précise, et un podcast récemment, c'est vrai, francophone pour les passionnés et les professionnels de la sécurité Web3, comme je disais. On a été créé en 2023, où le moment on s'est rencontrés quelques francophones à Paris, on s'est dit c'est trop cool ce qu'on fait tous, comment est-ce qu'on peut continuer à en parler? Et on a créé un Discord, donc on est un peu plus de 140 maintenant, où on échange, on se donne des conseils, autant pour les nouveaux que pour les plus expérimentés, et puis on partage les bonnes ressources, les mèmes du moment, ce genre de choses-là. Un podcast, comme je le disais, l'idée c'était de me dire, il y a tellement de gens passionnants à qui j'ai envie de poser tellement de questions, si ça m'intéresse moi, ça doit intéresser d'autres personnes. Du coup, j'ai lancé le podcast et je parle à des gens passionnants et il y a des gens qui écoutent ce podcast-là, donc manifestement ça a l'air de plaire. Si ça vous intéresse, il y a 4 épisodes qui sont dispo et un par mois à peu près. Et l'avantage aussi, c'est les événements. C'est cool de se parler toute l'année en virtuel, mais c'est encore mieux de se voir et puis de créer un peu des liens. Du coup, on s'est vu, on était une quinzaine à Istanbul, on va être une dizaine à Bruxelles, une dizaine à Bangkok aussi, donc c'est toujours sympa, ça crée des amitiés et puis ça permet de rendre encore plus humain ce métier, quoi. Parce que des fois, quand on est tout seul derrière son ordi à chercher des bugs toute la journée, on se sent seul. Voilà, merci à tous. Ceux qui veulent me suivre, ça c'est mon Twitter, c'est vraiment la meilleure manière de communiquer avec moi. Et le deuxième, donc c'est les liens pour ce éditeur, que ce soit la communauté ou le podcast. À savoir que le Discord est en invitation seulement, mais n'importe qui est intéressé demande le lien et on lui donne. C'est juste pour pas qu'il y ait trop de scammers et de spammers, et choses comme ça. Voilà. Ah oui. On va passer aux questions, si vous en avez. Alors moi, je vais me lancer. J'ai une première question qui est, est-ce que l'IA, ChatGPT, est une ressource utile dans le cadre d'audit? Est-ce que tu en vois de plus en plus arriver à trouver des failles avec des outils comme ChatGPT ou autres? C'est un gros sujet du moment, l'IA. On en parle beaucoup. On critique beaucoup les sociétés qui en font la pub, ou qui l'utilisent, parce que certaines sont réputées comme étant mauvaises. Je ne citerai pas aujourd'hui, mais et on sait de source sûre qu'elles l'utilisent un peu trop. Il y a un énorme potentiel dans ce que ça peut faire. Ça ne remplacera pas le métier. Par contre, ça pourra grandement aider à... je te donne une idée sur laquelle je travaille actuellement avec Cyfrin. Solodit, qui est une plateforme qui appartient au groupe Cyfrin, sont du coup, je disais, un agrégateur de bugs. Et typiquement, un ChatGPT pourra demain aider à identifier un auditeur en disant l'auditeur, il dit OK, je commence un audit sur un protocole AMM qui est un fork de Uniswap et qui a telle spécificité, et ChatGPT va immédiatement sortir tous les bugs qui correspondent le plus à ce type de protocole-là. Après, de là à aller chercher des bugs, les principaux bugs, je dirais, les plus complexes sont des bugs de logique, et on n'a pas l'impression aujourd'hui, de par les rares recherches qui ont été faites, que ça serait capable de remplacer demain. Mais ça peut être, comme dans n'importe quel métier, un petit accélérateur, de manière à ce qu'on ne passe pas, plutôt que de chercher dans 40 000 bugs soumis sur Solodit, on cherche dans 40 qui sont les plus susceptibles d'être incrustés, d'être présents dans cette codebase. Ouais. Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, je voulais savoir si les audits de smart contracts sont
si différente sur Rust pour d'autres types de blockchains, type Cosmos, Polkadot? Ce que je voulais savoir, en fait, c'est est-ce qu'il y a d'autres vulnérabilités? Est-ce qu'il y en a moins ou plus? Alors, en règle générale, j'évite de parler de ce que je connais pas et j'ai jamais fait autre que Solidity. Pour l'instant, enfin, je fais un peu de Go, mais donc je serais tenté sur le global de dire non, mais de dire aussi de vérifier ses sources. Adrien, je pense, pourra répondre à cette question beaucoup mieux que Adrien peut pas. Adrien, bon alors. Non, si, il y a quand même, indépendamment de la logique de langage, des gens peuvent faire des erreurs, peuvent faire les mêmes erreurs dans tous les langages. Oui. Tu me contrediras peut-être, mais quand on fait du Solidity, on parle à l'EVM. Et l'EVM a des spécificités très particulières. Et il y a beaucoup de bugs qui viennent de spécificités de l'EVM qui ne sont pas forcément compris par le développeur. Donc quand on passe d'une blockchain à l'autre, j'ai envie de dire, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre. Si tu ne comprends pas la machine virtuelle que tu es censé étudier, tu vas rater des choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'un auditeur ne va pas s'amuser à sauter d'une blockchain à l'autre quand il ne comprend pas la machine virtuelle sur laquelle il sous-traite. C'est pour ça que quand c'est des gens spécialisés, il y a des gens qui apprennent, parce qu'il faut connaître les spécificités de l'infrastructure sur laquelle tu travailles. Je n'aurais pas mieux dit. Voilà. Une autre question? Comment, d'un point de vue extérieur, par exemple, quand on analyse un projet qui a fait des audits, comment est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, la part des choses entre un audit de qualité, un de moins bonne qualité? Est-ce que ça peut cibler certains sujets, des fois, avec suivant d'où ils viennent? Comment est-ce qu'on peut faire cette part des choses-là? D'un point de vue client, tu veux dire? C'est ça. Ah, c'est un gros sujet aussi. Il y a beaucoup de débats en industrie sur typiquement les concours d'audit. Vous imaginez bien, se battent tous pour dire on est les meilleurs. Bon, il y a forcément des gens, tu prends des Trailhead, des OpenZeppelin, sont mondialement reconnus comme étant globalement très bons. Après, comment savoir que tu as eu la meilleure solution? C'est compliqué à dire. Il faudrait faire la même codebase, le même commit par auditeur indépendant, concours, machin, dans les mêmes contextes pour avoir la réponse. Il y a un peu le problème de se dire, bah, si tu te fais pas hacker, c'est qu'il y a globalement eu un job pas trop mal qui a été fait, quoi. Si tu te fais hacker, bah, c'est même pas. Le problème même, c'est que si tu te fais hacker, c'est même pas forcément qu'il y a un mauvais job qui a été fait. On a eu récemment un exploit qui a été fait sur. Évidemment, j'ai perdu le protocole. Tu peux m'aider, Thomas, sur le fork d'Unity V3. Bon, on est deux, super. Bref, un protocole qui était carré de ouf, pardon. Tu l'as? Non. Carré de fou, c'est pas celui qui n'est pas passé à cause d'un problème de licence? Non, c'est pas celui-là. Un protocole, bref, qui était carré de fou sur ses process de sécu, qui avait fait je sais pas combien d'audits par là, et qui s'est fait hacker sur un truc les gens ont mis 2 jours à comprendre, rien que le hack, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de... À toi de voir quand tu reçois le rapport, est-ce que déjà tu es impressionné par le rapport ou est-ce que tu as l'impression que c'est des sévérités faibles qui sont augmentées en high parce qu'ils n'ont rien trouvé et qu'ils se disent bah, on va booster un peu pour faire plaisir aux clients. Voilà. Malheureusement, c'est aussi dû à l'immaturité de notre industrie. On n'a pas encore trop de process, trop de comparaisons, on est jeune et du coup, bah, il y a un peu du flou à ces niveaux-là, quoi. Ok, merci. Désolé de ne pas pouvoir donner une meilleure réponse. Au fond, on va en prendre une dernière. Et bien sûr, bah, après, à la limite, il y a le high hit, donc il y aura des pizzas. C'était préparé Oui, en tant qu'auditeur, tu t'attends à quoi en termes de ressources de la part des développeurs Solidity pour simplifier le plus possible ta tâche d'audit? Toi, tu serais un client merveilleux pour nous. Le genre de questions qu'on n'a jamais. De la doc, je peux rien dire de plus que ça. C'est incroyable quand on a une doc. Diagramme, écrire. Alors, tout ce que tu as dans la tête sur ton protocole, tu le mets sur une feuille. Parce que je reviens au point de comprendre le système. Et moi qui fais principalement des audits de compétition, on a un temps limité. Ce qui est d'ailleurs la plus grande faiblesse de ce mode-là par rapport à un hacker qui peut passer 6 mois sur la même codebase. Bah, moi, j'ai 3 semaines, quoi. Plus tu aides les auditeurs à écourter au maximum cette phase où on ne comprend rien à ce qui a marqué, ce que fait le code, à part globalement le white paper, ok, j'ai un vrai mental model, je suis capable, certains disent, d'en rêver la nuit, quoi, et de se réveiller le matin en disant j'ai une idée d'attaque vecteur, bah, ça c'est merveilleux. Et du coup, tout ce que vous pouvez faire en tant que développeur pour vous dire ce que j'ai dans ma tête à moi, je vais essayer de le transmettre à l'auditeur pour qu'il s'en fasse, pour qu'il ait la même idée et que par-dessus il rajoute sa propre vision du système, c'est génial. Donc de la doc, c'est top. Une vidéo d'intro aussi en général au début pour des plateformes
l'audit public, ce qui se fait pas mal, c'est tu fais une petite vidéo avec les organisateurs de la plateforme où tu fais un rundown du code et t'expliques toi, d'un point de vue développeur, quelles sont les faiblesses de ton code, quelles sont les forces, pourquoi pas, quels sont les gros points, etc. Ça, c'est vraiment top. Et dans le cadre d'un audit privé, pareil, globalement, c'est être à dispo de l'auditeur et le considérer comme ton partenaire en mode... même des fois, certains auditeurs se disent je vais avoir 0 filtre sur mes questions, ça peut être des questions vraiment stupides, mais ça peut m'aider vraiment à passer cette première étape le plus rapidement possible et de comprendre la code base le plus rapidement possible. Voilà. Donc pour répondre à tes questions, tout ce que tu as, on prend quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste reprendre le micro. Je vous invite vraiment à rejoindre la communauté. Si vous êtes intéressé, il y a vraiment des cadors de l'audit chez Soliditor. Alors, on va passer à la prochaine présentation. Petite interlude en attendant qu'on fixe le micro. Je voulais remercier vivement notre partenaire DeFi France avec Diziac, son éminent représentant qui est ici et qui représente aussi Ethereum France. Est-ce qu'on peut le brancher ? Super. Et donc, et ben super. Voilà. Et ben super, parce que je vais pouvoir réagir à ce qui vient d'être dit et aux dernières questions. Parce que tous les audits ne sont pas parfaits, il y a des mauvais audits. Et en tant que dev, vous pouvez faire beaucoup. Parce que l'audit, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité. La sécurité, ça se pense du début à la fin. Ça se pense largement avant l'audit et ça continue à se penser après l'audit. Et c'est là aussi que je vais être un peu en désaccord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a une différence, selon moi, entre les compétitions et les bug bounty, mais on va en reparler. Moi, je travaille chez OpenZeppelin. C'est un slide que j'ai récupéré en anglais, mais ce n'est pas compliqué. C'est globalement, on se dit que la blockchain va être le moteur d'une nouvelle économie qui va représenter des sommes astronomiques. Et cette infrastructure, ça ne va être pas construit par nous, ça ne va pas être construit par les auditeurs, ça va être construit par iExec et les autres devs dans la salle. Et ces gens-là, ils ont besoin de sécurité. Et donc, il y a des auditeurs qui font de la sécurité, on en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments qui sont indispensables à la sécurité. Vous avez du tooling, vous avez des infrastructures, des plateformes, tout ça. Il y en a quelques-unes qui ont été présentées. Et l'idée, c'est qu'OpenZeppelin a envie de se présenter comme le leader des providers de solutions à toutes les étapes de la vie du contrat. Et c'est pour ça que nous, on se base actuellement sur ce modèle-là, qui se dit qu'il y a la belle partie release au milieu. La partie release, on en reparlera, c'est la partie audit. Mais avant, vous devez planifier, vous devez implémenter, vous devez construire votre infrastructure autour de vos contrats, parce que, exemple d'iExec, il y a un SDK, il y a autre chose aussi, et ça peut être des endroits où il y a des failles de sécurité. Il faut tout tester ensemble, que ce soit sur des testnets, en local, en production, sur des testnets publics. Vous faites un audit, vous release, et puis après, c'est bien, mais le contrat, une fois qu'il est sur la blockchain, on ne s'arrête pas de penser à la sécurité, on pense toujours sécurité. Et donc, on continue à monitorer, à avoir des retours d'expérience, à voir comment les opérations fonctionnent, à opérer de manière sécurisée en utilisant des multisigs, des choses comme ça, à penser à la sécurisation de ses clés d'administrateur. Tout ça jusqu'à la prochaine version, où on fait un retour d'expérience pour planifier sa version 2. Ce que je vous souhaite. Donc voilà, donc aujourd'hui j'allais un peu dans une liste de tout ce qui se fait, qui peut vous être utile, et des bonnes pratiques que je vous recommande. Et voilà. Déjà, quand vous créez vos contrats, ne réinventez pas la roue. C'est-à-dire que si vous allez voir un auditeur avec une nouvelle implémentation de RC20 que vous avez fait vous-même, soit vous l'avez fait en Solidity et ça n'a aucun intérêt, soit vous l'avez directement écrit en bytecode et tout Twitter va rigoler, mais les auditeurs peut-être un petit peu moins, quoique il y a des fois c'est rigolo quand même. On aime bien les décompilateurs ces derniers jours. Mais voilà, donc vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui comprendront, vous avez OpenZeppelin Contract qui est disponible, donc voilà, ça c'est mon boulot. Moi je ne suis pas auditeur, moi j'écris des outils gratuits pour tout le monde pour que ça soit plus safe de faire vos ERC20 et compagnie. Si vous voulez faire des maths, prenez PRBMath, voilà, c'est bien. Il y a Soulmate, il y a Solidity, il y en a plein d'autres. Et puis après, derrière, vous allez devoir parler à la blockchain. Alors là, encore une fois, c'est des outils que vous connaissez, mais voilà, il y en a plein, c'est bien de les connaître, parce que ça va vous aider à construire. De toute façon, personne n'écrit ces transactions directement à la main. Si vous le faites, ne le faites pas. Mais je pense que personne ne le fait. Enfin, si, on le fait dans les tests de Go et Ethereum, mais ça, c'est particulier. Après, vous allez devoir lancer vos tests. Donc, si vous utilisez encore Truffle, c'est déprecated, passez à autre chose. Si vous utilisez Brownie, je ne sais pas ce que vous faites là. Je pense que vous utiliserez Hardhat ou Foundry. Les deux sont bien pour des raisons totalement différentes. Hardhat, c'est vachement bien parce que c'est du JavaScript et que vos front-ends seront vraisemblablement en JavaScript. Donc vous avez envie de tester votre tooling de front-end pendant votre phase de développement.
Foundry, c'est bien parce qu'ils font du fuzzing. Qu'est-ce que c'est le fuzzing? On verra tout à l'heure. Puis vous devez simuler des blockchains et tout. Et puis il y a des outils comme Slither et Certora qui ont été évoqués dans le talk précédent. Ça n'est pas seulement aux auditeurs de les utiliser, c'est également à vous. Alors, Certora, c'est chiant parce qu'il y a des licences et compagnie. Mais Slither, vous n'avez pas d'excuses, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Le plus vous faites ça à l'avance, le plus vous allez faciliter le boulot des auditeurs. Et puis vous voulez qu'ils lisent votre code avec leurs yeux et leur cerveau et pas qu'ils s'amusent à faire tourner des outils que vous avez pu faire avant. Donc prémâchez-leur le travail, écrivez des invariants. Vous pouvez faire des invariants. Alors les invariants de Foundry, c'est pas vraiment de la formal verification, c'est de l'invariant testing, c'est un peu différent. Mais faites ça, c'est bien. Et puis souvent, quand vous écrivez des invariants, vous pensez vous-même à comment mon système est censé fonctionner, quelles sont les propriétés qui garantissent sa sécurité. Si vous les avez écrites dans vos tests unitaires, et ben, les auditeurs, ils auront ça à disposition, ils seront contents. Parce que je suis sûr qu'ils regardent les tests unitaires s'il y en a. Les tests unitaires, on en reparle, c'est quoi? C'est tester, donc c'est pas compliqué. C'est vous dites, il y a tel workflow, je fais telle ou telle chose, et le résultat, ça doit être ça. Et vous testez ça. Et vous essayez de faire ça le maximum. Et vous avez des outils vachement bien qui permettent de faire du coverage, donc de vérifier que vos tests unitaires, ils vont à tel ou tel endroit. Si vous écrivez des tests unitaires, faites tourner du coverage, vous savez ce qui est, ce qui n'est pas testé. Encore une fois, je suis sûr que les auditeurs, ils seront contents de voir que vos tests unitaires, ils regardent un peu tout ce qu'il y a dans le code. Maintenant, les tests unitaires, ça teste les cas que vous avez prévus, ça ne teste pas les cas que vous n'avez pas prévus. Donc, c'est surtout vous assurer que ce que vous voulez fonctionne, ça ne va pas trouver une attaque que vous n'avez pas imaginée. Le fuzzing, c'est pour ça qu'il vous faut utiliser Foundry, parce que même si j'adore Hardhat, Foundry fait du fuzzing de manière super efficace. Donc, si le fuzzing s'applique à votre code, utilisez Foundry pour ça, mais il y a d'autres solutions. Le fuzzing, c'est vous prenez votre code, vous donnez des scénarios, et vous dites, bah voilà, les valeurs peuvent changer de telle ou telle manière, et votre système il va explorer un peu l'espace de manière aléatoire, un peu comme du lancer de rayons pour ceux qui ont fait de la 3D. Et c'est vachement bien, par exemple, si vous avez des fonctions mathématiques. Genre vous avez une fonction mathématique, une implémentation, je sais pas, d'un logarithme. En test unitaire, vous pouvez tester 1, 2, 3 valeurs. Avec du fuzzing, vous allez tester 5 ou 20 000 valeurs. Et c'est pas mal. J'ai découvert récemment qu'on peut faire du fuzzing avec fast-check en Hardhat, c'est vachement bien. Mais bon, voilà. L'analyse statique, il y a Slither qui fait ça, il y a SolCVerify. Ça revient un peu dans la question qu'on avait eue tout à l'heure sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans Slither, il y a plein de patterns, enfin plutôt d'anti-patterns qui sont codés. Vous allez faire tourner Slither sur votre code et ça va vous dire tu écris du storage après avoir fait un call externe, c'est un anti-pattern qui peut amener de la reentrancy, corrige ça. Et donc là, vous avez deux choix, soit vous corrigez, soit vous expliquez explicitement dans votre code non, Slither c'est bon, j'ai vérifié, et puis en dessous, vous mettez un petit commentaire qui explique pourquoi, et l'auditeur sera très content de lire ce commentaire. Et la dernière chose, c'est la vérification formelle. La vérification formelle, c'est extraordinaire, mais c'est aussi extraordinairement chiant à mettre en place. Nous, on utilise Certora chez OpenZeppelin. L'idée, c'est d'exprimer des propriétés de manière un peu méta, de dire la somme de mes balances est égale au total supply. Et le système va essayer de faire tout ce qu'il peut en son pouvoir en faisant de l'analyse symbolique et de l'analyse formelle pour vérifier que cette propriété, elle tient. Et donc, c'est vachement plus fort que du fuzzing, parce que le fuzzing, il observe de manière un peu arbitraire, il va tester de manière aléatoire. La vérification formelle est censée être exhaustive. Maintenant, c'est très compliqué à mettre en place. Et si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des outils, si vous avez des contrats upgradables, OpenZeppelin propose l'upgradable plugin qui aide à vérifier le storage. Ça, c'est des choses auxquelles on pense peut-être pas toujours au début, mais c'est bien de les mettre en place dans votre premier cycle si vous voulez itérer plus tard. Vous pouvez aussi regarder les coûts en gaz de vos fonctions, parce que c'est bien d'avoir du code qui est sécurisé, mais c'est bien d'avoir du code qui est sécurisé et pas cher à utiliser pour les utilisateurs. Donc il faut trouver la bonne balance. Et il y a des outils qui vous permettent de faire du benchmarking, voilà, vérifier le coverage de vos tests unitaires. Et puis après, des fois, dans certains cas particuliers, vous avez besoin de tests particuliers. Nous, on a des tests de linéarisation des contrats. Personne d'autre que nous n'en a besoin, donc on a notre outil en interne, et puis voilà. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez au niveau du release, et donc là, ça va être un peu une redite de la présentation précédente. Donc, de toute façon, j'ai qu'une slide, donc ça va vite. Globalement, il y a les cabinets d'audit, les audits. Moi, j'avais dit crowdsource, donc c'est les auditeurs privés. Enfin, c'est les grands projets, vraiment. Et vous avez les chercheurs indépendants, dont Pachov, qui est très rigolo parce que c'est quelqu'un qui est chauve. Dedans, je ne mets pas les bug bounty. Pourquoi je ne mets pas les bug bounty? Parce que pour moi, les bug bounty, c'est quelque chose qui est dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé votre code, une fois que votre code est public sur la blockchain, derrière, vous allez vous voir incentiver les gens à vous faire des retours.
Mais pour moi, un bug bounty, ce n'est pas quelque chose que vous faites en amont de votre release. C'est pour ça que je fais bien la distinction entre Code for Arena et les bug bounty persistants sur Immunify. Pour moi, c'est deux moments différents dans la vie du contrat. Et une fois qu'on a fait la release, donc on arrive à la fin, vous déployez, il faut monitor, il faut opérer. C'est là que le bug bounty va être actif. Et là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, la première chose, c'est bien de savoir ce qui se passe sur vos contrats. C'est-à-dire, si vous avez déjà touché à iExec, vous savez qu'il y a l'explorateur d'iExec, l'Explorer, qui permet un peu de voir ce qui se passe. Ça intéresse iExec et ça intéresse peut-être certains utilisateurs de voir il y a de l'activité, c'est un peu l'Etherscan d'iExec. Une blockchain sans Etherscan, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, moi je l'ai fait, c'est pas drôle. Et en fait, avoir une idée de ce qui se passe sur la blockchain, c'est bien. Donc Etherscan vous donne une vision un peu générique. Maintenant, si vous créez votre protocole, si vous créez votre projet, c'est bien d'avoir une vision qui est propre à votre système. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Fortas, The Graph. Ponder, c'est assez rigolo, c'est un truc tout nouveau. C'est vraiment un mini-modèle, c'est un peu plus dur à appréhender, mais ça va être un peu comme un framework qui va vous permettre de créer vos indexeurs. Regardez, si ça vous intéresse, regardez Ponder, c'est rigolo. Bon, The Graph, ils sont très très connus dans l'espace. Ça peut aussi vous servir à avoir de l'information pour vos front-end, donc ça fait d'une pierre deux coups. Et Fortas, c'est un spin-off de OpenZeppelin, à qui vous allez pouvoir paramétrer, de donner des informations sur voilà mon contrat, voilà 2-3 propriétés qui m'intéressent. Et s'il voit certaines choses, il va vous notifier. Donc ça peut être bien de vous dire, je sais pas, si vous avez un protocole de DeFi, de dire s'il y a des transactions de plus que, je sais pas, 50 Ethers, peut-être que vous avez envie d'avoir une notification pour vérifier. Alors si vous êtes un gros projet, vous allez peut-être remonter la barre, mais des fois c'est pas mal. Et on verra plus tard qu'on peut le lier à d'autres choses dans l'écosystème OpenZeppelin. Il y a la simulation et le debug, c'est-à-dire que vous allez voir des transactions bizarres passer. Et les auditeurs, ils ont plein d'outils, mais les outils sont disponibles pour tous, en fait. Donc, apprenez à utiliser Tenderly. Il y a ethtx.info que j'adore, c'est un peu vieux, mais ça permet de voir un peu ce qui se passe sur la blockchain, de comprendre. Si vous avez une notification, par exemple, qui vous remonte de Forta, vous avez un truc qui est un peu bizarre, on vous disait, oula, mon contrat, il n'a pas été appelé directement, il a été appelé à travers d'autres choses, il y a peut-être de la reentrancy, c'est une transaction plus grosse, vous allez vouloir la visualiser. Donc, il y a des outils super utiles pour ça. Si vous avez un gros projet, n'utilisez pas MetaMask en tant qu'admin, ça semble un peu évident. Donc il y a Gnosis Safe, qui s'appelle Safe maintenant, c'est vachement bien. Si vous voulez utiliser des clés pour vos utilisateurs, que vous voulez les intégrer dans tout un système un peu Web 2 avec du serverless et tout, il y a des choses un peu à la Fireblocks. Alors c'est que 2 exemples, mais il y en a d'autres. Globalement, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer un problème en tant que développeur, quelqu'un d'autre l'a rencontré avant vous. Donc ne réinventez pas la solution, concentrez-vous sur votre expertise métier, la gestion, à moins que vous fassiez quelque chose dont le boulot c'est la gestion de clés, à ce moment-là faites-le vous-même. Si ce n'est pas votre expertise métier, déléguez ça à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui le font mieux que vous et ça sera plus safe. Je ne dis pas qu'il faut donner vos clés à n'importe qui, mais il y a des systèmes qui sont conçus pour gérer des clés d'entreprise dans des systèmes où il y a des appels récurrents, des choses comme ça. Mettez en place un bug bounty. Donc voilà, ça c'est une fois que vous avez fait votre audit, mettez en place un bug bounty pour que derrière, si quelqu'un trouve un bug dans la durée, il ait une bonne incentive à venir vous voir. Et puis voilà, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'utiliser Tenderly le jour où il y aura une transaction bizarre qui va se passer. Et si vous voulez un peu être gentil, vous allez voir ce que nous on fait. C'est OpenZeppelin Defender, on a un produit. Donc c'est un SaaS, c'est une application sur navigateur, comme beaucoup d'autres. On a un modèle gratuit avec des modes payants et on regroupe plein d'outils. Donc OpenZeppelin contient notamment un système de code inspector. Vous allez lui donner votre contrat avec le code source. Il va regarder vos dépendances. Si jamais il y a un bug sur une dépendance, il va vous faire remonter l'info. Parce que même si vos contrats sont immutables, c'est bien quand même de pouvoir planifier. Il y a des fois, on peut quand même anticiper un petit peu. Et puis, si vos contrats sont upgradables, vous pouvez faire un upgrade. Il y a des systèmes de monitoring, donc ça ressemble un peu à l'indexation notification dont on avait plus tôt. Vous pouvez même déployer directement depuis Defender avec des systèmes de clés, et on va vous gérer via ce qu'on appelle Action, la gestion de toutes les transactions que vous allez pouvoir faire vers votre protocole. Donc vous allez pouvoir planifier vos opérations de maintenance en les redirigeant automatiquement vers votre safe si vous avez un safe, parce que tout ça s'intègre bien. Vous allez pouvoir vérifier que vos opérations elles vont bien s'exécuter comme vous l'avez prévu, parce qu'on est intégré avec Tenderly et du coup on va simuler les transactions à l'avance. Et puis si vous utilisez des contrats upgradables, on va faire tous les checks dont on a parlé plus tôt pour le storage layout. Donc ça va être assez intéressant. Puis on a des observations pour l'access control. Donc voilà, il y a plein d'outils. Tout ça pour dire que c'est une liste qui est vraiment non exhaustive. Mais si vous voulez faire de la sécurité et que vous êtes un développeur Web 2, en fait, il n'y a pas que l'audit. C'est-à-dire que si vous voulez créer des contrats, ne pensez pas que à l'audit.
Et si vous voulez vous positionner en tant que quelqu'un qui va proposer des services de sécurité, et ben pareil, l'audit c'est bien, mais il n'y a pas que l'audit. Vous pouvez aussi construire des outils pour les contrats post-audit. Et ça peut parfois se faire sans avoir une bonne connaissance de la blockchain, pour peu que vous connaissiez un peu les tenants et les aboutissants de ce que c'est que la maintenance d'applications décentralisées. Voilà, et donc on a fait tout le tour. Voilà quelques liens. Je ne sais pas si les slides sont disponibles. Et voilà. Et après, c'est le suivant. On va passer aux questions. Petite question. Merci pour la présentation d'abord. J'ai une question sur, on parle beaucoup d'audit de code et de smart contracts, et après, là derrière, à la fin, on parlait de notification, de remontée d'événements. Est-ce que c'est quelque chose que demain, vous allez intégrer aussi dans les audits, parce que ça fait partie aujourd'hui grandement de la sécurité si on déploie des contrats dans les entreprises, des choses comme ça. Est-ce que dans le futur, c'est quelque chose qui pourra être mis aussi en accent avec l'audit de contrat et de code directement? Alors, chez OpenZeppelin, comme j'ai dit, on a Defender qui fait en partie ça, et on a Forta aussi. Maintenant, chez OpenZeppelin, c'est vraiment des branches séparées. C'est-à-dire que quand tu viens pour un audit, tu n'es pas forcément client de Defender. Maintenant, il y a pas mal d'entreprises qui vont, par exemple, chez Certora, ils intègrent leur formal verification dans leurs offres. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on va être amené à développer. On n'a pas forcément encore ce lien qui est très clair, de dire, après l'audit, on va vous pousser vers Defender. On recommande, on ne va pas vous... Je sais pas, encore une fois, je ne suis pas ceux qui font les audits, donc je ne sais pas à quel point ils prémâchent le travail. Mais pour moi, c'est deux choses un peu différentes, un peu séparées. Et surtout, ouais, ça va être, on va vous recommander de... Je ne sais pas, si tu achètes une voiture chez un concessionnaire, derrière, ils vont te recommander de faire la maintenance chez eux, mais ils ne vont pas te forcer la main non plus. Si tu veux faire la maintenance ailleurs, tu la fais ailleurs. Si tu ne veux pas faire ta maintenance, ils ne vont pas venir te chercher. Dans l'idée, ce serait un service supplémentaire annexe. Mais après, c'est vrai qu'on commence aussi à réfléchir, à négocier des packages. Donc ça, chez OpenZeppelin, on a un pôle solution qui fait ça, où on va essayer de vendre un peu le truc clé en main. Donc j'imagine que d'autres auditeurs doivent le faire. Après, un auditeur indépendant, son expertise métier, c'est de faire de l'audit de smart contract. C'est pas forcément de programmer un subgraph. Donc je ne suis pas sûr que derrière, dans la foulée, ils te disent je te fais l'audit et puis je te fais le subgraph et puis après tu auras toutes les infos disponibles. C'est un peu deux expertises différentes aussi. Ok. Je pose la question parce qu'avec les nouvelles réglementations qui arrivent, là, c'est souvent qu'on parle du coup de l'audit de code et derrière, il y a toute la remontée d'informations et les notifications qui sont obligatoires. C'est là que OpenZeppelin a de la chance, c'est qu'on est une entité unique d'un point de vue juridique. Donc si on voulait vendre un package global, on pourrait. C'est là que les cabinets d'audit ont peut-être plus de force que les auditeurs indépendants. Ok, super. Merci pour la réponse. Une autre question? Bon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais par rapport à la vérification formelle, c'est un rapport avec Core Dijkstra, la programmation juste, les choses comme ça? Je connais pas ces termes, donc je ne saurais pas dire. D'accord, ok. Très bien. Mais ça me faisait penser à ça. La vérification formelle, il faut le voir comme un raisonnement mathématique où vous remplacez des valeurs fixes par des variables. C'est-à-dire que c'est facile de prouver une propriété sur un nombre. Si vous voulez le prouver sur tous les nombres, eh ben vous devez raisonner soit par induction, soit... Donc vous avez un raisonnement qui est un peu plus méta en mathématiques, on utilise des variables et on raisonne de manière arbitraire. La vérification formelle, il faut le voir un peu comme ça. C'est un peu comme une forme de test unitaire où toutes les valeurs fixes ont été remplacées par des variables, y compris tout le storage du contrat. Et du coup, ça essaye d'analyser de manière un peu plus abstraite. Voilà. Tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas réinventer la roue et qu'il ne fallait pas hésiter à réutiliser ces outils. Mais comment tu fais quand ces outils ne sont pas forcément compatibles avec la blockchain que tu utilises? Eh ben, tu utilises Ethereum à ce moment-là, en fait. Non, en fait, aussi, on a des auditeurs qui connaissent bien Solidity et connaissent bien le VM. On a, la force de l'écosystème Ethereum, c'est qu'il y a beaucoup de monde dessus. Il y a beaucoup de projets qui existent, il y a beaucoup d'outils qui existent. Et du coup, globalement, la plupart de ces outils se basent sur une logique EVM et derrière, ils sont facilement portables de mainnet vers DL2, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, un développeur qui s'adresserait à une blockchain toute nouvelle, je sais pas, même une super blockchain comme Starknet, Starknet, il n'y a pas 1% des outils qu'il y a pour mainnet. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et puis quand je dis qu'il ne faut pas réinventer la roue, ça fonctionne aussi pour les blockchains. C'est-à-dire, si votre propos, c'est de créer votre propre blockchain ou de forquer
une blockchain quelconque ou de créer votre sidechain. Alors, je sais que ça a été à la mode à un moment et qu'il y en a qui sont dans cet environnement-là, il y a des bonnes raisons. Mais aujourd'hui, en 2024, je ne vous recommanderais pas de créer votre propre blockchain spécifiquement pour votre app, sauf à avoir vraiment une force de frappe monstrueuse à la Coinbase où vous faites votre fork d'Optimism ou votre redéploiement d'Optimism. Mais sinon, il y a, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, concentrez-vous sur votre proposition de valeur, perdez pas de ressources à faire des choses que d'autres ont déjà fait, et s'ils l'ont bien fait. Donc globalement, ça veut aussi dire que vos choix technologiques doivent être guidés par les outils qui sont disponibles et par les interactions que vous allez pouvoir avec d'autres acteurs aussi. On va prendre une dernière question. Oui, c'était une question de curiosité. Comment ça se fait qu'en 2023-2024, il y a encore tant d'attaques de réentrancy, alors que c'est connu depuis 2016 ? C'est quoi les hypothèses ? Je ne sais pas, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a le terme en français dessus, mais on est sur un niveau de complexité qui est bien supérieur. Donc, je n'ai pas les stats concrètes derrière les 10 vecteurs que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ose espérer que la retranscription en nouvelle position, c'est plutôt ce format-là de retranscription que le vieux withdraw et deposit. En y réfléchissant, merci, tu m'as donné le temps de réfléchir un peu à la question. Il y a aussi un élément, on parlait des outils au début de toutes les méthodes possibles, et j'ai parlé de vérification formelle. Et la vérification formelle, on peut vérifier des propriétés, souvent on vérifie des invariants. Et moi je pense qu'il y a une grosse partie de la sécurité d'un contrat qui s'exprime sous forme d'invariant. Je parlais d'un invariant tout à l'heure qui est la somme de mes balances et mon total supply, mais il y a plein d'autres invariants dans un protocole de DeFi et dans tout smart contract. Souvent la reentrancy, c'est lié à une cassure d'invariant. C'est un moment où tu es dans un contrat, tu es dans un flow d'exécution, et tu donnes la main à l'extérieur via un call extérieur, que ce soit un call ou un read-only call, c'est la même logique dans les deux cas, et tu laisses la main à un moment où ton contrat a un invariant qui n'est pas préservé. Et en fait, c'est cet invariant pas préservé qui fait que tu pensais que ton contrat avait tout le temps cet invariant, mais en fait, l'invariant est cassé, et tu lui donnes la main à quelqu'un d'autre, et l'autre personne va exploiter la cassure de cet invariant comme une faille pour soit attaquer quelqu'un qui te lit, et qui n'a pas compris qu'il est en train de te lire à un moment où tu n'es pas dans ton état normal. Et donc, moi, mon propos, c'est de dire la reentrancy, c'est en fait assez simple à résoudre. On fait des calls externes que quand l'invariant il est vérifié. C'est en fait tous vos calls externes, vous les faites soit tous au début, soit tous à la fin, vous vous débrouillez. Et Sleazer va vous aider avec ça, et la vérification formelle va vous aider avec ça. Je pense que si les gens utilisaient plus Sleazer et faisaient des vrais tests de vérification formelle sur des invariants, ou même des invariants en mode fuzzing à la Foundry, c'est moins bien, mais ça marche déjà pas mal. Si les gens réfléchissaient leur sécurité pas en mode test unitaire, mais en mode propriété persistante, il y aurait moins de reentrancy. Je pense que c'est un shift mental que beaucoup de devs n'ont pas encore fait. Eh ben, merci beaucoup, Adrien. Alors, je vous invite à essayer Defender, qui est vraiment un super outil. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a la V2, Defender V2, qui est sortie. Donc voilà, restez stay tuned, la V2 a l'air assez incroyable. On va passer à la dernière présentation et le petit interlude sera suite aux conférences. Vous pourrez vous diriger vers les personnes qui portent le polo iExec pour toute question et présentation de votre projet et autres. Et on va accueillir maintenant Florian de Synapse. Ok, parfait. Alors, on fait passer comme ça. Ok. Eh ben, moi, je me rends compte que je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les sujets d'avant. Mais c'est pas grave. Non, en gros, si vous êtes venu ici et que vous ne savez pas vraiment à quoi iExec sert, parce qu'au final, vu que c'est quand même un truc un peu d'infrastructure, je vais un peu illustrer avec un use case.
Et après, si jamais vous achetez des RLC, une fine commission, donc on est bon. Hop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation sur ce que nous on fait. Donc Synapse, nous on fait de la vérification d'identité. Donc on est les personnes qui vous bloquent l'accès quand vous voulez accéder à vos services préférés. Donc on va d'abord vérifier soit votre identité en tant qu'utilisateur ou pour des entreprises. On a un peu plus de 600 clients dans les cryptos. C'est vraiment 99,9% de notre chiffre d'affaires. 600 clients, on a par exemple du Polygon, Starknet, Menthol en tant que nouveau layer 2, Signum, une banque suisse hyper crypto-friendly. On est avec GnosiSafe qui a été mentionné. Enfin bon, on travaille avec vraiment pas mal de monde dans l'écosystème, donc ça c'était le point de départ. Et en travaillant dans ce milieu, en faisant du KYC, KYB pour le milieu crypto, on a vu le besoin de faire un protocole d'identité décentralisé pour que les utilisateurs puissent être propriétaires de leur data et pouvoir repartager tout ça en étant maître de leur data. Donc on a lancé ce protocole il y a 2 ans, Anima, et derrière, il y a 1 an, on a lancé ce qu'on appelle la Proof of Personhood. Et donc ça, c'est un moyen pour un utilisateur d'arriver à prouver qu'il est unique. Parce que comme les blockchains, je peux créer autant de wallets que je veux, finalement, on ne peut jamais faire confiance à l'utilisateur, puisque je pourrais très bien générer 1 million de wallets. Et je pense que si vous farmez les airdrops, vous voyez très bien de quoi je parle. Starknet récemment a fait un airdrop où il y a un peu plus de 1000 wallets qui ont tous convergé vers un gros wallet. Donc il y a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Et avant ça, il y avait Arbitrum où 20% de l'airdrop a fini dans les mains de personnes qui avaient plus d'une centaine de wallets chacun. Donc qui représentait un peu plus de 200 millions. Donc nous, on essaye d'apporter une solution qui permet de prouver qu'un utilisateur est unique, mais tout en conservant complètement sa vie privée. Donc on ne sait absolument pas qui il est. Et on peut garantir ça au projet, ce qui fait que quand je fais un airdrop, tout le monde reçoit plus de tokens et donc tout le monde est content. Notre analyse du marché, en regardant un petit peu ce qui se passe entre le KYC et le monde de la crypto, on voit qu'il y a un besoin qui est en train de naître sur ce qu'on appelle du KYC on-chain. Je pense que là récemment, il y a toute la narrative ETF avec Bitcoin qui a clairement poussé. On voit que les institutionnels commencent à rentrer dedans. Pourtant, dès qu'on parle d'institutionnels et de smart contracts, en gros, il n'y a plus personne parce qu'ils n'ont tout simplement pas le droit d'interagir avec des smart contracts parce qu'il y a 0 régulation et donc ils ont peur que le régulateur américain vienne leur taper un peu sur les doigts. Donc, ils restent très, très éloignés de la DeFi aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin ETF où les institutionnels rentrent, finalement, nous, on se dit que si on était capable de construire un écosystème dans lequel ces institutionnels se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir rentrer, en fait, on pourrait décupler la liquidité. Et en DeFi, c'est liquidity is king. Et donc, plus il y a de liquidité, plus ça va attirer des utilisateurs. Et plus il y a d'utilisateurs, plus ça rapporte de la confiance, plus ça rapporte de la liquidité, etc. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux à construire. Mais pour le moment, le KYC on-chain est complètement cassé. On pourrait même dire que ça n'existe presque pas. Il y a 3 types de solutions. Soit je vais passer par un acteur traditionnel, donc Onfido, Jumio, IDNOW. Les protocoles n'ont pas tellement envie parce qu'ils sentent bien que la communauté crypto a un énorme problème lié à où va ma data. Globalement, si je partage, je sais pas, j'ai envie d'interagir avec Uniswap, si je dois partager mon KYC, tout le monde se pose la question de où est-ce que ma data va être stockée, qui y a accès, qu'est-ce qui se passe en cas de hack, etc. Donc il y a un peu les DeFi bros qui vont être plutôt contre. Il y a des solutions qui sont hyper technologiques, donc par exemple tout ce qui va être Zero Knowledge Proof. Sur le papier, c'est hyper cool. Nous, par exemple, on est un issuer de Polygon ID. Donc, Polygon ID permet aux utilisateurs de partager des credentials. Donc, nous, on fait la vérification du document d'identité. On va générer des credentials type j'ai plus de 18 ans, je ne suis pas de tel pays, etc. Et l'utilisateur pourra simplement partager ces informations-là sans qu'aucune data soit conservée. Mais ce n'est pas compliant. Parce que du coup, si un protocole utilise Polygon ID aujourd'hui,
et que le régulateur américain ou un juge vient voir le protocole en lui disant « moi j'aimerais bien savoir qui est derrière ce wallet », eh ben, Polygon ID n'a pas cette information-là et donc ça ne marche pas. Et donc nous, on a fait plein de calls avec Polygon ID et des prospects à eux, et ça se passe à peu près toujours de la même manière, où le CEO du protocole, le fondateur du protocole est hyper chaud d'intégrer Polygon ID, mais il y a son avocat dans le call, et à la fin du call, l'avocat lève la main et dit « oui, mais moi, juste au cas où, j'aimerais bien avoir la data », et du coup, ça ne répond pas au use case. Et le dernier point, alors en ce moment, il y a une grosse tendance sur les Layer 2, où tout le monde fait un fork d'Optimism en essayant de rajouter 2-3 fonctionnalités en plus pour pouvoir lever des fonds. La partie levée de fonds se passe bien parce qu'il y a des fonds d'investissement qui voient bien l'opportunité d'être un validateur et de gagner beaucoup d'argent avec ce système et de répliquer un peu ce qu'on a connu avec le dernier cycle avec des Solana et des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de Layer 2 qui essayent de dire nous on va intégrer la composante KYC directement sur notre blockchain et finalement tous les utilisateurs qui seront sur notre blockchain auront été identifiés et let's go. Le problème avec ça c'est que ils se retrouvent à être en compétition avec Arbitrum, avec Starknet, avec Polygon et en fait cette compétition là elle vise à attirer la liquidité. Et donc, essayer de créer le 25e Layer 2 sur le long terme va être très très problématique en termes de comment est-ce que j'arrive à être compétitif face à un Arbitrum, etc. Cette liquidité qui est quand même amenée à être un peu disparate, vu que si je suis sur Starknet, je ne suis pas sur Polygon, si je suis sur Polygon, je ne suis pas sur Arbitrum. Il va y avoir des solutions qui vont permettre un peu de pouvoir bridger cette liquidité-là et de la rendre finalement assez cross-chain. Si mon protocole est compliant, en fait, je me coupe complètement du reste de l'écosystème parce que, par définition, je ne pourrais pas aller taper dans la liquidité d'un Arbitrum parce que toute la liquidité sur Arbitrum n'est pas compliant. Donc, du coup, sur ces 3 solutions, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Et en fait, c'est parce qu'il manquait une brique, et c'est cette brique qu'on construit en utilisant iExec. L'idée, c'est que finalement, un utilisateur, il fait son KYC. À la fin, plutôt que Synapse chiffre la donnée seule et après on la stocke, en fait, on va permettre un pool d'entreprises de l'écosystème. Donc, comme c'est filmé, je ne vais peut-être pas donner les noms tout de suite, mais on a un pool de Layer 1, Layer 2 et des boîtes institutionnelles et des belles boîtes DeFi. En gros, tous ensemble, on vient chiffrer cette donnée et la stocker. Moi, en tant que Synapse, je n'ai absolument plus accès à cette donnée. Le protocole n'a plus accès à cette donnée, l'utilisateur n'a pas accès à cette donnée. Mais comme on a vérifié l'utilisateur, ensuite le smart contract va pouvoir finalement appeler notre oracle, dont on lui dit c'est bon, cet utilisateur a été vérifié, il peut accéder à votre protocole. Et on est capable de conserver, on va dire, la privacy pour 99,9% des utilisateurs. Mais le côté cool avec cette feature-là, c'est que finalement, si l'utilisateur, un juge vient et dit « moi, la personne qui est derrière ce wallet spécifique, j'ai besoin de savoir qui c'est », et du coup, les gardiens vont pouvoir, donc toutes ces entités-là vont pouvoir se réunir, voir la demande qui émane d'un juge, et décider tous ensemble que c'est une demande légitime. Donc si la moitié des gardiens décident que c'est une demande légitime, alors on pourra déchiffrer la data et la fournir au protocole. Donc en termes de... Voilà à quoi ça ressemble. C'est à peu près ce que je viens de dire, mais donc on va peut-être passer rapidement. Et donc oui, la partie qui est intéressante finalement sur comment est-ce que nous on leverage iExec dans ce use case-là, en fait il y a 2 points. C'est comme tout ça, c'est fait off-chain. Aujourd'hui, si je fais du code, je l'audite, et en fait, à l'instant où j'ai ma réponse de mon audit, je peux très bien run un autre code. Et donc, si moi, je vous dis, vous inquiétez pas, la data, j'y ai pas accès, en fait, vous devez quand même me faire confiance sur le fait que j'y ai pas accès, puisqu'on n'est pas on-chain. Et que finalement, du code off-chain, type Web 2, je fais tourner ce que je veux. Là, grâce à iExec, en fait, on est capable de prouver que le code qui est run est bien le code qu'on a mis sur GitHub et que c'est bien le même code. Donc déjà, premier point qui est plutôt cool. Et le deuxième point, on a besoin de générer des clés de chiffrement. Et en fait, ces clés de chiffrement, encore une fois, il faut que moi, je puisse prouver
que la clé de chiffrement qui permet de chiffrer tout ça, bah, en fait, moi, je ne la connais pas, parce que sinon, le fait qu'on soit 12 acteurs n'a aucun intérêt si moi, tout seul, en fait, je connais la clé privée et que je suis capable de révéler tout ça. Donc, grâce à iExec, en fait, dans l'enclave NGX d'Intel, on est capable en fait, de générer des secrets et des clés. Et c'est inaccessible par la personne qui a initié cette génération. Et c'est aussi complètement pas visible par l'hébergeur. Donc, par exemple, je ne sais pas si on est chez AWS, le côté hardware n'est pas capable de savoir ce qui se passe dans la machine. Et du coup, voilà, globalement. Petite tournée de questions. Oula. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une question par rapport à RGPD. Alors, je ne suis pas avocat comme dans la presse, mais par rapport à RGPD, est-ce que vous avez des enjeux par rapport à ça? Et si moi, en tant que user, je demande l'accès à mes données et la suppression de mes données, comment vous, chez Synapse, vous êtes, en quoi vous êtes concerné? Et les prestataires qui passent par vous, en quoi ils sont concernés? Ouais. Alors, je vais commencer par répondre à un truc qu'il faut savoir en tant qu'utilisateur. La RGPD ne concerne pas tout ce qui est KYC AML. Ils partent du principe que tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent est plus important que la RGPD. Et maintenant, ça c'est la base. Nous, la manière qu'on a de construire ça, c'est que si toi tu veux supprimer ta data, tu as la capacité de le faire. Ta data, elle n'est pas on-chain, elle est off-chain. C'est juste qu'elle a été chiffrée par un pool d'entreprises. Mais après, si toi tu décides de ne plus accéder aux services avec lesquels on travaille, tu as ce pouvoir de supprimer ta data. Juste, tu perdras accès à tous les protocoles où tu avais interagi. Donc, c'est peut-être mieux de withdraw d'abord ton argent et après de supprimer ta data. Merci. Alors moi de mon côté, j'ai mis en place mon Gitcoin Passport récemment, Ouais. donc avec toutes sortes de proof of personhood, de crédentials divers et variés. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que c'était un milieu assez concurrentiel quand même, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu pouvais nous faire un petit retour sur un an de proof of personhood, comment ça se passe pour vous? Et voilà, dans ce milieu que j'avais l'impression qui était concurrentiel, comment ça se passe pour vous? Je vais pouvoir citer un tweet de Vitalik Buterin qui dit Gitcoin Passport c'est cool, mais alors l'UX c'est dégueulasse. C'est vrai. Du coup, il y a des grosses améliorations à faire là-dessus. Nous, la conviction qu'on a construite, c'est que tu ne construis pas ta proof of personhood sur un test une fois à un moment donné. Parce que aujourd'hui, comme il y a zéro solution à mettre en place, c'est facile de créer 1000 wallets sur Arbitrum et d'essayer de gamer l'airdrop. Si tu mettais en place un KYC, la réalité, c'est que ça serait des Européens et des Américains qui payeraient des Indiens et des Indonésiens pour passer des KYC et gérer un pool d'utilisateurs. Et ça, c'est des choses... Chez certains de nos clients, on voit effectivement que l'Indonésie et l'Inde sont surreprésentées. Et il y a des utilisateurs indiens de plus de 60 ans qui me font penser que ce ne sont pas des utilisateurs légitimes. Mais nous, notre métier de KYC provider, c'est à un moment donné, tu viens avec tes papiers et tu es en règle. Et donc en fait, si tu veux bloquer ces attaques civiles, ce n'est pas en faisant une fois une vérification, mais c'est en faisant refaire des tests à l'utilisateur. Et donc nous, là, ce qu'on a lancé jeudi dernier, c'est ta capacité à faire une première fois un liveness. Donc tu mets juste ton visage. On va vérifier que ton visage, en fait, on change ton visage en ce qu'on appelle un face graph, un fancy word pour dire un hash de ton visage. Et après, en fait, on va pouvoir comparer tous les différents hashes entre eux. Si ton hash ne match avec aucun autre hash, c'est que tu es un utilisateur unique. Et dans un mois, tu pourras revenir et refaire ce test. Et en fait, tous les mois, tu fais une fois ce test. Et en fait, tu vas pouvoir gagner en réputation. Et après, une fois qu'on est capable, grâce à cette réputation, de dire « Ok, cet utilisateur qui a fait 5 fois le test sur 5 mois, c'est pas quelqu'un qui... » Enfin, si moi, je te paye et que tu es à l'autre bout du monde, j'aurais du mal à te retrouver, en fait. Et en fait, tu casses complètement cette logique de pouvoir acheter des comptes
et au fur et à mesure du temps, tu construis ça. Ça versus se taper le farming de 20 projets que tu as envie de prendre l'airdrop. Au final, tu vois, si on enlève toutes les règles complexes liées à ces airdrops et que tu le remplaces par une vérification de ton visage qui te prend 10 secondes une fois par mois, le bénéfice, ça paraît legit de faire ça, quoi. Voilà. Donc, ouais, et par la réputation. Et donc ça, en fait, la POP vient un peu devenir la pierre angulaire d'un layer de réputation, où derrière, on va aller chercher d'autres types de badges. Et moi, il y a un badge qui, pour moi, est Sybil Resistance de fou, mais qui est très peu utilisé. C'est tout simplement combien d'Ether tu as utilisé en transaction fee. Si tu as utilisé plus de 1 Ether en transaction fee, si tu le fais avec 100 wallets, ça te fait déjà 100 Ether de burn. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 370 000 $. C'est quand même assez chaud niveau airdrop, quoi. Et évidemment, ce n'est pas suffisant parce que ça exclut tous les nouveaux utilisateurs, tous ceux qui ont commencé par les layers 2, etc. Mais déjà, il y a une bonne base d'anciens qui ont dépensé largement plus en Ether quand le prix de l'Ether était beaucoup plus bas. Mais ouais. Et donc, au fur et à mesure, tu viens construire la réputation de l'utilisateur grâce à ces actions on-chain et grâce au fait de le rechecker une fois par mois sur un truc de 10 secondes. Merci. Ouais. D'une fois que tu as l'identité qui est on-chain et qui est bien prouvée et tout, comment est-ce qu'on pourrait éviter des scénarios où en fait il y a des sortes de location d'identité où moi je fais passer la transaction de quelqu'un sur mon identité, mais c'est pas grave, j'ai gagné un peu d'argent et la transaction n'était pas si pire, donc finalement ça me va, quoi. Ouais. Alors c'est amusant parce que le régulateur pose les mêmes questions, comme si ça n'existait pas déjà dans les systèmes bancaires. Et il découvre ce système-là dans les cryptos. Aujourd'hui, en Allemagne, je crois que c'est la Deutsche Bank qui a plusieurs dizaines de milliers de faux comptes bancaires utilisés pour ça. En fait, tu as différents sujets. C'est est-ce que tu vends ton identité une fois et globalement, je t'ai payé 20 $, tu es à l'autre bout du monde et je récupère ton compte et après, c'est moi qui le manage. Ça, on est capable de le bloquer parce qu'on te redemande de machin. Par contre, si on se connaît, on a ce deal ensemble où je te dis, tiens, prends un peu d'argent et machin, j'ai envie de dire que là, après, c'est toi qui portes le risque des transactions, quoi. Mais, ça pourrait être quand même beaucoup plus automatisé parce que tu pourrais très bien dire, voilà, mon identité est dans quelque chose de confidentiel, je fais passer juste le check et toi, et après, je la rends. Donc, c'est juste un usage de l'identité qui est pour passer le filtre, quoi. Dans ces cas-là, tu récupères tout et... je vois plus... Aujourd'hui, le vrai problème, c'est les gens qui achètent et vendent leur identité. Là, le fait d'avoir un usage long terme, ça me paraît revenir au même que si moi, je t'envoie de l'argent sur ton wallet et qu'après, tu me le renvoies. Oui, de toute façon, oui, d'accord, il faudrait... Mais là, tu de la réutiliser à chaque fois qu'on rentre dans le protocole. C'est toujours la même, d'accord. Ouais, donc ça serait une utilisation à long terme, c'est pas si simple que ça. Ouais, et là, ça rentre vraiment dans des trucs mafieux, en mode très organisé, très machin. On va prendre je vais prendre une dernière question, s'il y en a une. Allez. Titi, mais tu as dit dans une de tes slides, on est capable de conserver l'identité de 99,9 personnes. C'est quoi le 0,1% restant ? En fait, c'est l'idée de dire, par défaut, privacy first. Donc, par défaut, personne ne sait vraiment qui t'aime et tu as le droit d'interagir avec les protocoles parce qu'on t'a vérifié. Après, encore une fois, moi, un point important, la vision que je porte là-dessus, c'est pas de dire il faut absolument que toute la DeFi devienne permissionnée. C'est un peu un truc de dire il y aura de la DeFi permissionnée d'un côté pour que les institutionnels puissent y être. Il y aura de la DeFi permissionless pour que les retail qui ont envie d'être entre eux puissent le faire. Mais du coup, dans cet écosystème de DeFi permissionné où en fait c'est trouver le juste milieu entre la compliance qui a de la régulation qui a des expectations, qui a une attente particulière, comment est-ce que tu garantis le plus de vie privée possible à l'utilisateur par défaut, mais que par contre le jour où un juge pointe du doigt et dit moi ce mec-là j'ai besoin de savoir qui c'est, là tu fais appel à ce groupe de gardiens qui dit oui c'est une demande légitime,
Et pour le bien de cet écosystème-là, on a besoin de révéler sa data à lui pour être complet. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Florian. Comment t'as ça? Hop, parfait. Alors, avant de vous libérer et d'aller dans le moment Networking Pizza, merci encore d'être venu pour la première de iMeet. Merci beaucoup à DeFi France de nous avoir soutenus dans la communication et en plus la captation. Magnifique. Et oui, on peut applaudir. Et donc maintenant, je vous invite à vous diriger vers les 800 pizzas qui sont dans le hall. Et serrez des mains, rencontrez-vous, discutez Web3.